Bonjour Fanny Lederlin et merci de nous accueillir chez vous. Donc on est sur la chaîne YouTube de Opium Philosophie et aujourd'hui on va parler d'une thématique qui nous a intéressés et sur laquelle on voulait échanger avec vous, qui est le bricolage. Et d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous? Oui, donc je suis Fanny Lederlin, effectivement je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle Éloge du bricolage, qui est paru en 2023. 3 ans plus tôt, je publiais un livre qui s'appelait Les dépossédés de l'open space, qui était une critique des modalités contemporaines de travail. Et ces livres s'inscrivent dans la continuité d'une thèse que j'ai effectuée dans le cadre d'une reprise d'études, parce que j'ai fait ça sur le tard, à l'âge de 40 ans, thèse qui portait sur la question de la critique et de son pouvoir transformatif. D'accord, merci beaucoup. J'allais vous demander ce que vous aviez écrit. Donc vous avez écrit Éloge du bricolage. Et en fait c'est sur ce livre Éloge du bricolage qu'on va s'appuyer aujourd'hui pour mener cet entretien au sujet du bricolage. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à la thématique du bricolage? Alors, je n'y suis pas venue par la pratique. Je ne suis pas une bricoleuse au sens propre du terme. En revanche, il y a peut-être 2 fils directeurs. Le premier, c'est les gens qui m'intéressent au fil de mon existence me sont apparus comme effectivement des gens qui prenaient soin des objets, qui s'y intéressaient, qui les collectionnaient, qui faisaient des choses avec, qui les rafistolaient, etc. Donc des bricoleurs au sens large du terme. Et donc effectivement, ces personnes rencontrées au cours de mon existence m'ont beaucoup inspiré, beaucoup ouvert l'esprit et beaucoup questionné. Donc ça, c'est peut-être le premier jalon. Et puis l'autre, c'est ma thèse, puisque effectivement, Éloge du bricolage est d'une certaine manière l'aboutissement, l'atterrissage de la réflexion que j'ai menée sur la critique moderne dans le cadre de ma thèse. J'aimerais aussi vous poser la question de l'originalité, de la place en fait de ce concept, de cette idée de bricolage dans toute la pensée philosophique. Est-ce que c'est quelque chose qui s'appuie sur des références historiques, on va dire, de la pensée? Et est-ce que c'est un concept qui est, on va dire, pertinent pour penser le monde contemporain? Alors c'est une bonne question. Le mot bricolage est un mot un peu trivial, un mot commun qui fait partie de la vie ordinaire. Effectivement, c'est pas un grand mot philosophique et il n'a pas été particulièrement étudié en effet par les philosophes, si ce n'est quand même par 2 personnalités. Alors un philosophe, anthropologue, qui est Claude Lévi-Strauss, qui au milieu du XXe siècle a publié un recueil qui s'appelle La pensée sauvage, qui débute par un article qui s'appelle La science du concret, et dans lequel il pose vraiment très clairement le concept de bricolage. On va y revenir peut-être, mais donc il parle de logique bricoleuse. Il utilise vraiment le terme au sens vraiment classique, enfin très quotidien du terme, et puis il essaie d'en tirer une sorte d'analyse philosophique sur cette manière très particulière d'engager un rapport au monde. Donc il a vraiment posé le concept. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a été peu repris par la suite, à part quand même par un prix Nobel de médecine qui s'appelle François Jacob, et qui, pour expliquer de quoi relever l'évolution et pour notamment s'opposer à certaines fausses interprétations de Darwin, notamment du darwinisme social, qui est très téléologique, déterministe, eh bien expliquer que l'évolution relevait d'une forme de bricolage. Et il cite explicitement Claude Lévi-Strauss dans son article, donc l'article de François Jacob qui s'appelle Evolution as Tinkering. Tinkering, c'est l'une des manières de dire bricolage en anglais. Et donc François Jacob a repris ce concept. Mais à part ces 2 occurrences, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas eu ensuite de reprise du concept par d'autres philosophes. Mais évidemment, je leur rends hommage, je les cite beaucoup dans le livre. Ceci dit, au-delà de la notion de bricolage, la question du rapport aux objets, de la maintenance, du recyclage, du traitement des déchets, de l'appréhension de ce qu'on pourrait appeler les ruines, les rebuts, etc. La question aussi du rapport à la collection, tous ces questionnements, me semble-t-il, font partie vraiment des questions de l'époque, sont dans l'air du temps, et donc ce n'est pas totalement de manière isolée que j'ai pensé le bricolage, c'est aussi certainement parce que ça s'inscrit dans une réflexion qui est menée aujourd'hui sur notre rapport aux choses, réflexion que je partage avec
bien des penseurs contemporains. Pour n'en citer que deux, par exemple, vous avez peut-être entendu parler d'un livre qui est paru il y a 2 ans qui s'appelle Le soin des choses par Jérôme Ponty et Jérôme Denis et David Ponty. Voilà, donc, ils sont 2 et qu'ils ont 3 prénoms en tout. Mais donc le soin des choses, qui est un livre vraiment important sur la question de la maintenance, qui depuis a eu beaucoup d'écho, et donc je pense que le bricolage s'inscrit vraiment dans la continuité de ces réflexions-là. Donc peut-être pour lancer cet entretien, moi j'aimerais revenir sur le début du livre, donc l'éloge du bricolage. Vous partez de l'exemple du film d'animation Wall-E, et vous prenez cet exemple en fait de ce personnage de fiction pour en fait introduire, donc je vais vous citer, à cette idée du bricolage comme d'une préoccupation pratique pour le monde. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous en pensez? Vous parlez de Wall-E avec grand plaisir. C'est un personnage qui est un merveilleux petit personnage, donc fabriqué par les studios Pixar à l'époque. C'est un film d'animation qui date de 2008, dans lequel effectivement on suit l'histoire d'un petit robot qui ressemble d'ailleurs furieusement par son apparence à E.T. Pour ceux de ma génération, E.T. c'est cet extraterrestre qui cherche à retourner dans sa maison. Wall-E, c'est un peu le contraire, c'est un robot qui est sur Terre alors que les êtres humains ont délaissé la planète après l'avoir jonché de déchets et complètement pollué et rendu impossible la vie sur cette planète. Et Wall-E, sa fonction de robot, son programme, c'est d'être un éboueur, et il est là pour collecter les déchets, les compacter dans son espèce de ventre et en faire des briques avec lesquelles il monte des tours très élevées de déchets qui donc jonchent la planète au moment où on le rencontre au début du film. Et ce qu'il y a de formidable avec ce personnage, c'est que d'abord c'est un robot qui se déprogramme, donc c'est un révolutionnaire au sens propre du terme. Il est particulièrement subversif puisqu'il réussit, alors par miracle, c'est un dessin animé, mais à sortir de son programme, et au lieu d'exécuter sa fonction et de suivre son algorithme, ce pourquoi il est destiné, eh bien il décide d'observer les objets, de jouer avec, de les manipuler, d'en collectionner certains. Il en met dans son petit sac à dos qu'il a à l'arrière de son dos, d'en rapporter chez lui. Il a un rapport esthétique, curieux aux objets. Vous savez que la curiosité, ça vient de cura, qui signifie en latin le soin, et vraiment Wall-E, dans la manière dont il porte un regard extrêmement curieux et amusé sur les objets, nous montre par son comportement qu'il peut y avoir effectivement une forme de continuité entre l'attention, la préoccupation qu'on peut avoir pour les choses et le soin qu'on va y apporter. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui arrive, puisque après s'être intéressé à un Jokari, un Rubik's Cube, une ampoule, enfin bon, tout un tas d'objets, une cuillère en plastique, tout pour lui d'ailleurs est sur un même niveau de valeur, eh bien il tombe sur une plante, toute petite pousse comme ça, qui surgit dans le désert, et ayant développé cette attention aux choses, eh bien spontanément il prend soin de cette plante, il sait la faire grandir, lui apporter l'eau dont elle a besoin, et donc s'en occuper. Et donc il me semble que Wall-E témoigne de 3 choses. La première, c'est la dimension proprement joyeuse et créatrice qu'il y a dans une forme de subversion, dans l'idée de sortir de son programme. La deuxième, c'est l'idée selon laquelle on peut avoir un rapport aux choses qui ne soit pas simplement instrumental, mais qui soit aussi de l'ordre de la curiosité, de la préoccupation, du souci. Et puis la troisième, c'est cette continuité dont il témoigne entre le soin, le souci qu'on peut avoir pour les choses et celui qu'on peut avoir pour les vivants. Voilà. Est-ce que, à partir de cet exemple, ce que vous m'avez dit, vous pouvez proposer une sorte de définition de ce que vous entendez par bricolage? Oui, et la question tombe à pic, parce que c'est vrai que je vous ai décrit quel était le rapport aux choses de Wall-E, mais peut-être que quand on a à l'esprit l'idée du bricolage tel qu'on peut le pratiquer dans son garage le samedi ou le dimanche, on se demande quel est le lien avec le bricolage. Et c'est là que je vais revenir à Claude Lévi-Strauss. Le bricolage, tel que je l'envisage, c'est pas simplement l'idée de fabriquer des objets soi-même, comme on peut le dire en anglais avec le do it yourself. C'est ça aussi, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi, et donc je me fais référence à Claude Lévi-Strauss qui évoque cette forme de rapport au monde en
travaillant sur ce qu'on appelait encore à l'époque les sociétés primitives, et en expliquant que les sociétés primitives, son article qui date du milieu des années 60, les sociétés primitives ont, tout comme les sociétés occidentales, développé une forme de science. Simplement, cette science n'est pas exactement la même, effectivement, que celle des sociétés occidentales. La science occidentale, elle procède par catégorisation du monde, c'est-à-dire qu'elle procède d'un rapport stratégique. Il s'agit d'abord de partir de la théorie et de créer des catégories et de faire ensuite rentrer le monde dans ces catégories abstraites. A l'inverse, nous dit Claude Lévi-Strauss, dans les sociétés primitives, on part de la pratique, de l'expérience du monde, et par cette pratique, par cette expérience, par cette manipulation des choses environnantes, eh bien, on développe un rapport tactique qui consiste, à partir de l'expérience, à mettre en ordre le monde. Donc il y a une sorte d'inversion qu'on pourrait aussi, pour bien faire comprendre les choses, tient de celle qui peut consister pour les sociétés occidentales à se dire que la fin justifie les moyens, la fin théorique que l'on se fixe justifie les moyens pratiques qu'ensuite on met en œuvre pour l'obtenir, tandis que du côté des sociétés primitives, au contraire, ce sont les moyens du bord, les moyens déjà là, avec lesquels il faut faire, qui permettent de fixer des fins provisoires et ouvertes. Vous voyez qu'on a deux rapports au monde totalement différents, et on peut faire le rapprochement avec Wally en se disant que lui, eh bien, son rapport au monde est proche de celui que décrit Claude Lévi-Strauss, puisque c'est par une rencontre physique, corporelle, pratique avec le monde, qu'il entre en relation avec lui, qu'il le comprend, qu'il le prend en charge, qu'il en est responsable et qu'ensuite il y met de l'ordre, une forme d'esthétique, une interprétation aussi et bien tout simplement une forme de pensée. Et dans votre livre aussi... Ah oui, pardonnez-moi parce que je ne sais pas si vous avez évoqué le terme, mais le rapport occidental au monde que décrit Claude Lévi-Strauss, il le nomme logique d'ingénieur. Oui. Alors, l'idée, c'est pas de dire les ingénieurs ont tous cette logique-là. Il y a plein d'ingénieurs qui procèdent avec une logique de bricolage, mais c'est une façon tout simplement de la désigner. Et à cette logique d'ingénieur, il oppose la logique bricoleuse, qui est donc propre aux sociétés primitives. Et encore un petit pas de côté, ce qui est très amusant, mais je l'ai découvert après, c'est que Claude Lévi-Strauss était lui-même un bricoleur, que son père était bricoleur. Il a donné une interview que j'ai trouvée sur internet qui est absolument magnifique, où il décrit de façon très simple et anecdotique le rapport très sympathique et très joyeux qu'il a avec le bricolage en tant que tel. Et moi je voudrais développer un peu sur cette idée de logique d'ingénieur. Enfin, je trouve qu'elle elle est bien développée dans votre livre. Comment vous la théorisez, comment vous la reprenez dans votre livre? Et dans quelle mesure le bricolage en fait peut être une réponse à la crise induite par la logique d'ingénieur. Oui, exactement, c'est ça un peu la thèse du livre. Hein. Oui, la logique d'ingénieur, eh bien, en tout cas, l'expression que j'ai été piochée chez Claude Lévi-Strauss peut désigner, selon moi, eh bien, ce rapport instrumental que les sociétés occidentales, depuis la modernité, ont vis-à-vis du monde, rapport instrumental donc, qui s'exprime de diverses manières, mais au travers de l'extractivisme, c'est très clair. Dans l'extractivisme, la fin justifie les moyens. Ça, donc on se dit, on va fabriquer, je sais pas moi, tant de tonnes de modèles de voitures, il me faut du métal, il me faut des ressources énergétiques, etc. Donc il y a ce rapport où, encore une fois, c'est la fin qui justifie les moyens, mais ça dépasse la question des ressources, parce que c'est aussi cette logique d'ingénieur qui détermine vraiment dans une large mesure la question du management aujourd'hui en entreprise. J'ai beaucoup réfléchi aux mutations actuelles du travail, mais dans le travail, et de plus en plus avec notamment la dématérialisation du travail, eh bien, les choses s'organisent de manière à chercher ce qu'on peut appeler un optimum. Et l'optimum, c'est quoi? C'est chercher le plus court chemin pour aller d'un point A à un point B. Et donc, à se fixer encore une fois une finalité théorique. Dans le travail, c'est de plus en plus d'ailleurs des personnes qui ne sont pas amenées à exécuter le travail, qui le pensent
en amont et qui ensuite détermine un programme, voilà, des tâches à exécuter pour pouvoir le réaliser de la façon la plus efficace possible. La question de l'efficacité, le principe d'efficacité étant selon moi vraiment le grand principe de notre époque contemporaine. Bien évidemment, on pourrait rentrer dans une critique un peu plus politique et évoquer de manière plus détaillée la manière dont le capitalisme lui aussi procède de cette logique d'ingénieur. Donc voilà, j'ai utilisé des grands mots, la modernité, l'Occident, le capitalisme, tout ça est articulé, mais sans entrer dans plus de détails que ça, je pense qu'on peut convenir du fait que la logique d'ingénieur est, depuis 300 ans, disons, la logique extrêmement dominante de nos sociétés. Il se trouve qu'elle nous a permis d'accomplir des progrès phénoménaux dans le domaine de la science, dans le domaine de la technique, voilà, dans toute la question de la production également. Mais ce progrès, et nous le savons maintenant depuis quelques dizaines d'années, eh bien, s'avère receler une autre face qui est celle de la catastrophe écologique à laquelle nous faisons face. Et l'hypothèse de mon livre, c'est que pour répondre à cette catastrophe, eh bien, il est nécessaire de sortir de cette logique d'ingénieur. Or, bien des penseurs de l'écologie aujourd'hui, ou des politiques qui se saisissent de ces questions d'écologie, ne le font pas parce qu'il y a dans ces pensées-là tout un courant qu'on peut appeler le courant solutionniste, qui consiste à dire on va trouver des solutions à nos problèmes écologiques par la technique, par la technologie, par la dématérialisation, par ChatGPT qui va nous aider à réfléchir, etc. Tout cela est intéressant, mérite qu'on y réfléchisse, mais me semble ne pas se saisir du problème de façon radicale, puisque il me semble que c'est cette logique en elle-même qui recèle le problème. Donc, Claude Lévi-Strauss et la réflexion que j'ai essayé de mener sur le bricolage me semble être une manière de sortir de cette logique-là et de proposer une alternative. Il y en a certainement d'autres, mais c'en est une parmi d'autres. Et donc dans votre livre aussi, vous revenez sur l'idée que c'est cette logique d'ingénieur qui peut mener à ce que vous nommez la dissolution du monde commun. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette idée et sur l'idée que vous reprenez le terme d'Hannah Arendt de monde désert? Ouais. Et est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée que du monde désert. Cette logique d'ingénieur, en fait, elle nous mène aussi à ce que vous appelez donc ce terme que vous reprenez de monde désert? Oui, alors je rapproche donc un autre auteur que j'aime beaucoup qui est Hannah Arendt de Claude Lévi-Strauss. Hannah Arendt, elle pense dans les années 50, 60, 70 à un moment où c'est moins la question d'écologie qui est préoccupante que celle de la bombe atomique. Et évidemment de la Shoah qui précède le moment où elle se met vraiment à écrire. Donc ce qu'elle a à l'esprit avec l'idée du monde désert, c'est l'idée que la technique peut conduire à une forme d'atomisation des individus, une forme d'isolement, une forme de solitude qui en fait s'oppose à toute forme de société voilà, liée par le politique. La grande question d'Arendt, c'est la question du politique. Et donc ce qu'elle décrit comme un monde désert, c'est en gros un monde sans lien, un monde de désolation, un monde de solitude et un monde d'où aurait disparu la politique. Derrière, il y a aussi peut-être l'idée d'un monde totalitaire. Elle utilise cette métaphore qu'elle va chercher chez Nietzsche, que je trouve très belle, et qui, au-delà même de ce qu'elle veut décrire précisément, est très évocatrice, une forme de poésie très puissante qui s'en dégage, et qui me semble parler aussi du monde d'aujourd'hui. Sachant que quand on pense à monde désert, bah, tout de suite, voilà, moi j'ai l'image de Wall-E, justement, qui quand même commence dans un désert, et puis cette menace écologique qui est la menace d'un monde devenu désertique des suites du réchauffement du climat, par exemple. Donc je viens plaquer sur la métaphore d'Arendt quelque chose de très concret, mais qui me semble être l'horizon à l'aune duquel il est intéressant de réfléchir philosophiquement aujourd'hui. Et pourquoi j'articule la logique d'ingénieur à cela? C'est parce que
il y a dans Arendt donc cette réflexion sur l'isolement, l'atomisation des individus, la disparition du lien social et la disparition même de la politique, de ce qui fait que nous menons des actions ensemble. Or, je vous parlais tout à l'heure à plusieurs reprises de la question de la dématérialisation qui est l'une des modalités, l'une des manières dont s'exprime aujourd'hui la logique d'ingénieur, celle qui va chercher l'optimum, la dématérialisation, ça marche bien, c'est très pratique, le télétravail c'est très pratique, les réunions en visio c'est extrêmement pratique, faire appel à ChatGPT pour nous aider à résoudre des problèmes, ça marche bien, ça va vite, il n'y a aucun problème avec ça, mais qu'est-ce que ça fabrique comme monde ? Et ça fabrique un monde qui, selon moi, présente deux énormes problèmes. D'abord, le premier, c'est qu'il n'est pas soutenable. Bon, c'est quand même embêtant. Et le deuxième, c'est que c'est un monde qui nous isole les uns des autres. C'est-à-dire que ça ne fabrique plus de monde commun. Donc, cette logique-là est, selon moi, arrivée à son terme. Enfin, arrivée à son terme, j'en suis convaincue, mais je pense que la logique d'ingénieur est aujourd'hui encore largement dominante et que bien peu sont nos congénères qui se rendent compte de l'écueil majeur qu'elle pose. Justement, donc, disons par opposition à la logique d'ingénieur, comment est-ce que vous définissez un mode d'agir bricoleur et quelle est la force subversive de ce mode d'agir par rapport à cette logique que nous avons évoquée? Eh bien, le mode d'agir bricoleur, pour le dire le plus simplement possible, consiste à faire avec les moyens du bord. Faire avec les moyens du bord, ça veut dire déjà commencer par faire l'examen de notre environnement, de ce qui nous entoure. Avant même de se fixer des finalités, regardez ce que nous avons sous la main. Et quand je dis ce que nous avons sous la main, c'est aussi bien les choses, les objets, les produits manufacturés, voilà, l'ensemble des marchandises qui nous environnent, et y compris sous la forme de déchets, parce que ça c'est un point qui me semble important, c'est que nous avons, comme dans Wall-E, déjà commencé à submerger notre planète de déchets, et ces déchets ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Toutes les solutions qui consistent à vouloir les enfouir, enfin les visions qui consistent à se dire on va les enfouir, sont à mon avis irréalistes. Ils sont là, les choses sont là. Mais donc non seulement ces choses, mais aussi les êtres vivants qui nous entourent, qu'ils soient humains, non humains, les plantes, les animaux, les insectes, et tels qu'ils sont, c'est-à-dire parfois aussi vulnérables, abîmés, cassés, handicapés, voilà. Et donc partir de cela pour se fixer des finalités. Il ne s'agit absolument pas d'arrêter d'agir. Et d'ailleurs, les bricoleurs sont des grands acteurs, des grands créateurs. Ils veulent, voilà, marquer le monde de leur empreinte également et agissent sur le monde de cette manière. Mais en partant de ce qui est là et en cherchant à agencer, à composer, recomposer les choses qui sont déjà là, plutôt qu'à vouloir en produire à partir d'idées abstraites qui seraient plaquées de manière surplombante sur le monde tel qu'il est. Donc c'est déjà une question de posture, si vous voulez. Mais au-delà de ça, il y a dans l'idée de bricolage, et là je vais peut-être reprendre l'articulation que j'évoquais tout à l'heure sur sa définition en anglais. Vous savez, en anglais, donc il y a deux termes, DIY, do it yourself, donc qui est cette façon de fabriquer des objets en les agençant en amateur, d'une certaine manière, et puis il y a le tinkering. Et le tinkering, ça se rapproche plus de la ruse, de l'idée de débrouille, de bidouillage, de tâtonnement. Et donc, c'est cela aussi que j'essaie vraiment d'explorer dans le livre, c'est l'idée qu'il n'existe pas forcément uniquement un chemin qui est la ligne droite pour atteindre un objectif, mais que l'errance, le tâtonnement, l'erreur, le cheminement itératif et parfois même subversif, parce que je pense qu'il y a le jeu, si vous voulez, J-E-U, le jeu avec le monde est une autre manière d'exprimer sa puissance d'agir qui est tout à fait valable et sans doute plus viable que celle que nous avons l'habitude d'appliquer. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci. Et j'aimerais revenir sur une idée que vous avez évoquée plusieurs fois et aussi avec l'exemple de Wall-E, qui est la continuité que vous dessinez entre, enfin que vous voyez entre le soin des objets et celui des vivants, et des autres vivants. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, ben ça c'est vraiment en voyant Wall-E, bon, je l'ai vu beaucoup Wall-E parce que bref, j'avais un fils qui
quand il était petit, vraiment ne voulait regarder que ce dessin animé, et comme par ailleurs je l'aimais beaucoup, ça ne me dérangeait pas. Et c'est vrai qu'à force de voir le film, cette idée m'a frappée, c'est-à-dire je me suis dit mais c'est fou, en fait c'est comme si son rapport aux objets préparait son rapport au vivant. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit mais finalement la pensée écologique, enfin pour une partie, même si les choses sont en train de changer, comme on se le disait en début d'entretien, pour partie est restée enfermée dans un dualisme qui voudrait qu'il y aurait d'un côté le monde perdu du vivant, une sorte de paradis perdu qui d'ailleurs est peut-être un peu sous-tendu par un fond théologique, si vous voulez, l'idée que voilà, le vivant, le règne du vivant serait pur, absolument intouchable, immuable et merveilleux. Et puis à côté, le monde détestable de la marchandise, de la production, du déchet, voilà, des fabrications humaines qui seraient voilà, entachées d'un vice originel, là aussi, non sans un arrière-fond peut-être religieux. Et donc ce dualisme me semble empêcher la pensée écologique d'embrasser vraiment son sujet. Parce que la question aujourd'hui n'est pas uniquement celle de réussirons-nous à sauver la nature. La question d'abord, la nature et le monde, ça n'existe pas. Nous vivons dans un monde nature. Les deux sont imbriqués. Voilà, s'il y a peut-être eu, il y a quelques millions d'années, une nature absolument intacte, mais depuis que le genre Homo, c'est pas un genre, c'est une espèce, depuis que Homo est arrivé sur cette planète, il fabrique des objets et il fabrique par voilà, ses mains un monde constitué d'artefacts, de routes, de ponts, d'habitations, de vêtements qui voilà, lui permet d'avoir une sorte de couche d'épaisseur stable dans laquelle il peut vivre et qu'il peut habiter. Et bien ce monde nature est abîmé. Oui, ce monde nature est abîmé et c'est ce monde nature abîmé qu'il nous faut prendre en charge. Je dirais même qu'il est incurable parce qu'il y a une citation de Cioran que j'évoque dans le livre que je trouve très belle. Alors, Paul Cioran n'a pas particulièrement réfléchi au bricolage, mais il a produit tellement d'aphorismes que... Bon, bah, il se trouve qu'il y en a un qui évoque ce terme. Alors, attendez, là, la citation m'échappe à l'instant. Si, être moderne, c'est bricoler dans l'incurable. Voilà, c'est une citation extraite de certains de ces aphorismes et que je trouve très belle et très évocatrice de notre situation. Et vous avez vu, j'ai dit être moderne. Je sais très bien, et on l'a dit tout à l'heure, que la modernité a produit la logique d'ingénieur. Mais maintenant, nous y sommes toujours dans cette modernité. Et c'est là-dedans, c'est avec ça qu'il faut faire. Je reprends l'idée de faire avec. Et faire avec ça, eh bien, c'est avancer en bricolant, en tâtonnant dans ce monde nature incurable qui est le nôtre aujourd'hui et qui nous demande de prendre en charge non seulement les vivants non humains, plantes, insectes, animaux, etc., en même temps que les humains, mais aussi les choses, les objets, les rebuts, les déchets, les gravats, tout ce que nous avons produit, qui jonche aujourd'hui ce monde nature et dont nous devons prendre soin, tout simplement, avec un esprit de tolérance le plus large possible. Un autre axe important du livre que j'ai perçu, c'est de donner des pistes quelque part pour devenir soi-même bricoleur ou bricoleuse dans son rapport au monde. Et il y en a beaucoup qui sont esquissées. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Par exemple, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a la collection, il peut y avoir le recyclage, et en fait, qui sont autant de manières de développer une relation différente aux objets et même enfin, au monde en général. Oui, ben, la pratique de la collection, c'est... ça peut paraître marginal et pourtant, ben, j'évoquais Wall-E tout à l'heure, ça ne l'est pas tant que ça. S'attacher à des objets, les repérer, les ranger, les mettre dans une famille, en prendre soin parce que justement on leur attache une valeur très particulière qui est articulée en général à une histoire qu'on leur donne et histoire qu'on va transmettre ensuite quand on va transmettre cette collection. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du rapport au temps hein, dans l'attention qu'on peut donner aux objets collectionnés. Ça, c'est une façon effectivement d'avoir un rapport bricoleur et donc soigneux au monde. Il y a un auteur
que j'apprécie beaucoup, qui était lui-même collectionneur, qui est Walter Benjamin, qui a parlé de ce que c'était que cette... Alors lui, il collectionnait les beaux livres, les livres anciens, il collectionnait aussi les jouets pour enfants, les jouets en bois russes. Enfin, il y avait bon, de toute façon, les collectionneurs, souvent, ont des espèces de fantaisie comme ça, très singulière. Ça peut paraître marginal, encore une fois, ça peut paraître aussi un peu élitiste. C'est vrai que ça l'est pour partie, d'ailleurs, il y a des gens qui ont des collections qui ont une finalité lucrative, hein, les grands collectionneurs d'art. Mais ça peut aussi, je veux dire, des enfants qui collectionnent des gommes, des papiers d'emballage de clémentine, enfin, ça peut être aussi extrêmement simple et encore une fois, de toute façon, dans la collection réside quelque chose qui est de l'ordre de l'attention, de la maintenance, du soin porté pour les objets. Le recyclage, évidemment, j'ai peut-être pas besoin de développer là, mais pour bien comprendre aussi, on peut aussi dépasser simplement la question de la matérialité, de la prise en main. Je pense qu'on peut par exemple bricoler au travail. Ça, c'est quelque chose que moi j'essayais de faire quand je travaillais, enfin quand je travaille encore, mais quand je travaillais en entreprise, c'est-à-dire systématiquement d'essayer de prendre le contre-pied de la logique d'ingénieur. En cherchant, par exemple, en réunion, à sortir du solutionnisme, en essayant de faire preuve d'un peu plus d'inventivité, de créativité, en aussi développant ce que j'évoque dans le livre, qui est la question du suffisamment bon. C'est André Gortz qui a développé ça à propos de la société écologique que nous devons essayer de mettre en place, en se disant mais finalement il faut essayer de s'orienter vers une forme de sobriété. Sobriété, on sait que le terme, bon, il a déjà été un peu récupéré par les politiques. Bon, c'est un terme complexe, compliqué, et puis c'est compliqué d'imposer aussi à une population de dire bah, maintenant on va être sobre. En revanche, la question du suffisamment bon, se dire qu'est-ce qui est suffisamment bon pour moi, pour à un moment donné poser une limite à nos formes de consommation. Et bien cela, appliqué dans le travail, eh bien ça peut donner l'idée qu'on ne va pas tout le temps rechercher l'excellence, mais parfois se contenter de ce qui va comme ça. Et ça aussi, c'est avoir un rapport au monde qui est bricoleur, parce que ce qui va comme ça, c'est ce qui peut être aussi un peu ébréché, pas tout à fait parfait. Vous savez, quand on achète des fruits et légumes au supermarché, en général, il y a un calibre. Il y a un calibre pour les pommes, il y a un calibre pour les clémentines, etc. Et vous savez que les fruits et légumes qui ne correspondent pas à ce calibre, eh bien on les jette. Bon, typiquement, on voit bien l'aberration écologique que ça recèle. Ben, si on se contente du suffisamment bon, eh ben, ça veut dire qu'on va aussi accepter ces formes d'irrégularité, de non-standardisation. Et dans le travail, ça peut prendre plein de formes, mais se dire je vais refuser la tâcheronisation, la standardisation, et je vais à chaque fois essayer de faire un pas de côté, que ce soit créatif, que ce soit subversif, que ce soit critique aussi, eh bien, il peut surgir des manières de travailler ensemble qui sont bricoleuses et qui sont, de mon point de vue, bien plus satisfaisantes. Déjà, c'est plus rigolo, et c'est bien plus satisfaisant du point de vue existentiel. J'ai l'impression que dans le mode d'agir bricoleur, il y a deux échelles qu'on peut... Enfin, il y a l'échelle individuelle, de comment, à mon échelle, je peux développer des modes d'agir bricoleurs avec le monde, et il y a l'échelle collective. Oui. Est-ce que c'est une idée Oui, alors... oui, et il y a une difficulté derrière ce que vous évoquez. J'ai essayé de l'affronter dans le bouquin, mais je n'y suis pas complètement parvenue. Voilà, c'est peut-être une aporie du concept. L'idée de bricolage, elle nous renvoie à la forme d'agir, la forme d'action que Hannah Arendt nomme l'œuvre. Vous savez, Hannah Arendt, elle distinguait trois formes d'agir. Le travail, qui concerne le rapport biologique au monde, donc le fait de se nourrir, de se vêtir, et puis c'est un rapport cyclique comme ça, éternellement recommencé. Bon. Ensuite, l'œuvre, en fait, c'est la production, c'est le rapport de fabrication. Donc je décide que je vais fabriquer une table, une chaise, je me donne les moyens d'y arriver, je le réalise. Et puis l'action, c'est plus ce qui concerne l'action politique, et justement collective, et qui pour elle passe excessivement par le langage. Pas excessivement, passe par le langage, par la parole. Et donc le bricolage, au départ, quand on prend le concept de façon triviale, eh bien ça s'articule à l'œuvre. Or l'œuvre, elle peut être produite individuellement. Elle n'est pas nécessairement produite collectivement. Dans la société industrielle dans laquelle nous vivons, capitalistique, oui, elle est produite collectivement, et même elle repose sur une division sociale du travail, mais on peut, si on veut, fabriquer une chaise tout seul.
Donc il y a une dimension très individuelle effectivement dans le bricolage. J'ai essayé d'en tirer un concept plus politique en me disant finalement il faudrait que ce bricolage il s'articule à un rapport collectif au monde, et ça passe peut-être par une forme de solidarité, d'entraide. J'évoquais le fait que le bricolage justement consistait à contester l'optimum. Eh bien quand on s'organise ensemble et quand on fait prévaloir comme logique première non pas l'efficacité, non pas l'optimum, non pas la rentabilité immédiate, mais peut-être encore une fois l'entraide, la solidarité, la coopération, alors s'ouvre un champ d'action qui est plus vaste, plus riche et qui relève selon moi du bricolage. Donc voilà, j'ai tordu un petit peu le concept sans doute pour l'amener vers ces réflexions sur ces logiques d'entraide, de solidarité, peut-être de travail en coopérative, en tiers-lieu, tout ce qui peut-être fait écho à des choses que vous avez déjà entendu parler, mais qui pour moi pourrait s'articuler à cette logique bricoleuse. Je voudrais terminer sur une dernière question, une dernière idée, et qui en fait d'ailleurs est à la fin du livre, qui est l'idée de liberté. L'idée qu'en fait ça nous donnerait accès à un autre type de liberté. Oui, parce que quand on dit bricoler, ça consiste à faire avec les moyens du bord, vous voyez que ça nous met quand même dans un projet qui est assez contraint. Et c'est vrai que le libéralisme et le néolibéralisme dans lequel nous évoluons aujourd'hui a eu tendance à nous faire penser que la liberté se confondait avec le libre arbitre, le fait de faire ce que l'on veut, quoi. Ou le libre choix, choisir ce que l'on veut. Or, avec le bricolage, c'est pas ce qu'on veut puisque c'est ce qui est là. Donc on pourrait se dire, finalement, le bricolage rend impossible toute forme de liberté. Je pense que ce n'est pas le cas, mais simplement qu'il nous ouvre à une autre forme de liberté qui est une liberté liée, articulée à l'appartenance au monde. C'est-à-dire déjà se dire, je suis du monde, j'en suis, il n'est pas question de le surplomber, il est question d'être dedans et avec ce monde nature qui est abîmé. Mais la liberté là va consister, alors oui, à faire un saut dans ce monde, ou en tout cas à s'y ouvrir, et en s'y ouvrant, à l'accueillir, et en l'accueillant, à agir d'une manière qui ne sera pas illimitée, d'une manière qui sera effectivement contrainte, mais à l'intérieur de ces contraintes se logent, selon moi, des espaces de créativité, des formes d'action collective, des formes d'action subversives qui sont extrêmement riches et dont je pense que nous aurions tout intérêt à les explorer. Merci beaucoup. Merci Fanny Lederlin. Et donc je rappelle que vous avez écrit Éloge du bricolage aux éditions PUF.